si je deviens l'hôte d'une entité maléfique, suis-je responsable des actes qu'elle va commettre à travers mon corps ? Y a-t-il réellement un âge pour être responsable de ces actes, ou au contraire, certains sont-ils forcés de grandir beaucoup trop vite ? Et ai-je vraiment des responsabilités vis-à-vis des générations futures ? Toutes ces questions, on va tenter d'y répondre dans l'épisode d'aujourd'hui dédié à la responsabilité. Allez, place au générique ! Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepods. Bonjour Karna, comment ça va ? Ça va et toi Maxime ? Écoute, ça y est, le printemps arrive, il fait beau, enfin. Bon, il y a beaucoup de pollen, mais c'est trop bien, il fait soleil. Mais t'as vu jouer ça où, toi qui faisais soleil ? On jongle entre les nuages, la pluie, la grêle. Manque plus que la neige et on repart en hiver. C'est qu'il n'y a plus de saison, ma petite dame, j'ai envie de vous dire. Ouais, bravo Jackie. Jackie Météo, tous les soirs de 20h à 23h. Bref, on va pas commencer à dériver déjà alors que ça fait qu'une minute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode donc d'Entrepods. Aujourd'hui, après avoir traité de la question de l'identité, on va traiter d'un sujet qui est lié d'une façon ou d'une autre, c'est la question de la responsabilité. Parce que quand je suis moi-même, je suis responsable de mes actes, ou peut-être pas. En tout cas, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et comme à notre habitude, Karna, la question de début, c'est comment t'envisages la responsabilité, toi ? C'est un large débat, j'ai envie de te dire. Mais pour moi, la responsabilité, c'est simplement, entre guillemets, mais c'est le fait d'assumer ses choix, ses propos, et d'être en capacité, en fait, de les assumer, oui, mais surtout d'assumer pleinement leurs conséquences. Ok, parfait, enfin, j'ai envie de te dire, c'est top. Pourquoi ? Parce que, comme d'habitude, je t'invite à me prendre la main et ensemble, allons voir les merveilleuses définitions du dictionnaire. Cette fois-ci, c'est pas le Robert, mais le Larousse, puisque le Larousse définit la responsabilité de différentes manières. Ouais, tout à fait. Le Larousse, il te donne, lui, 4 définitions, en fait, du mot responsabilité. Il y a la première qui est l'obligation ou la nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. La deuxième définition, c'est le fait d'être responsable d'une fonction. Donc là, on va parler d'un secteur d'activité, d'un rôle en fait au sein d'une hiérarchie plutôt. La troisième, c'est la fonction, position qui donne des pouvoirs de décision, mais implique que l'on puisse en rendre compte. Donc là, ça fait écho en fait à la deuxième définition, qui justement a cette notion de hiérarchie, de devoir rendre des comptes à quelqu'un de plus haut, de plus grand que soi, et de répondre en fait de la justesse de ses actes, de ses propos. Et enfin, la dernière définition du mot responsabilité, c'est le fait pour quelque chose d'être la cause, l'origine d'un dommage. Donc en fait, la responsabilité peut engendrer des dommages. Ah ouais, parce que l'étymologie, la racine latine de responsable, en fait, c'est un dérivé du latin responsum, qui vient lui-même du verbe respondere, qui signifie garantir à son tour. Il y a l'idée de répondre de son acte. Et à chaque fois, il y a à la fois cette idée qu'il y a une personne derrière la question de la responsabilité, et aussi il y a une question d'être à l'origine de son action. Ce qu'on avait déjà vu dans l'épisode précédent. Ouais, c'est ça. Dans l'identité, déjà, il y avait le fait d'être à l'origine de soi-même. Cette réflexion de qui suis-je, comment je me définis, etc. Et du coup, comment est-ce que, par rapport à certaines actions, certains contextes, je m'identifie ? Et aujourd'hui, en fait, on a la responsabilité qui se rajoute à l'équation, c'est si je suis moi, à quel degré je suis responsable de mes actes. Et du coup, ce qui nous amène aussi à étudier la question du responsable. Pour que quelqu'un soit responsable, il faut qu'il soit ce responsable. C'est ça. Il faut qu'il soit identifiable en plus. Ouais, totalement. Et
c'est pour ça que le Larousse, dans les 2 définitions qu'il montre, il dit à la fois que c'est quelqu'un qui doit rendre compte devant une Ouais, autorité de ses actes, donc à nouveau dire qu'il est à l'origine des actes dont il a la charge, et aussi quelqu'un de responsable, c'est la personne qui est auteur ou coupable de quelque chose. ou qui est garante de quelque chose. Exactement, et surtout qui doit en supporter les conséquences. C'est ça. On peut par exemple comparer ça au rôle de parent-enfant. C'est-à-dire que jusqu'à un certain âge en France, d'un point de vue légal, je crois que c'est 13 ans, Mmh. tu n'es pas pénalement responsable de tes actes. C'est plutôt tes parents ou le représentant légal qui va en subir les conséquences. Sauf cas extrême, bien évidemment. Il Oui. y a déjà eu des cas où voilà, un enfant de 13 ans, etc. C'est rare, mais ça peut arriver. Mais voilà, il y a cette notion-là. Et comme on le voit à travers ces définitions et ce qu'on vient de dire, c'est que la responsabilité peut être définie selon différents points. Premier point, il s'agit là d'une personne qui est le centre des actions. Tout à fait. Cette personne peut être liée au juridique, Ouais. c'est-à-dire qu'il doit rendre compte face à une entité, pardon. Mm. Et enfin, s'il est à l'origine de ces actions, il doit également En assumer les conséquences. exactement, il doit en assumer les Mm. conséquences. Ce qui nous amène aux premiers auteurs et autrices que l'on va étudier aujourd'hui, qui étudient la responsabilité à travers la personne et la question morale de nos actes. C'est ça. Puisque dans l'épisode dernier, vous l'avez peut-être noté, nous avons parlé, par exemple, d'Amélie Rorty. Et elle, ce qui était très intéressant dans son analyse, c'est qu'à travers la question de l'identité, elle mettait en premier lieu la question de la responsabilité. Mm. Puisque l'identité, selon elle, c'est un centre unifié de choix et d'action à laquelle se rapporte à la fois une responsabilité théologique et légale. Mm. En gros, un individu, c'est une entité propre en capacité d'agir en appliquant des mœurs à la fois théologiques, légales et sociales. C'est ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire théologique, ça a un rapport à la divinité. Et de fait, la philosophie moderne, en fait, elle place vraiment la personne comme le lieu, le carrefour, la rencontre de responsabilités qui se tient derrière des rôles. Mm. Puisqu'il y a un choix qui est possible, en fait, la personne agit de manière légale, c'est-à-dire par rapport à la loi, et morale par rapport aux questions de bien et de mal que détermine la société. Alors, C'est ça. la morale, c'est un sujet très large dont on parlera dans la saison prochaine, mais Tout à pour fait. l'instant, gardez cette définition qui est peu ou prou la plus basique, on va dire, Peut-être la plus simple à comprendre, en fait, au final. malheureusement. Ah, putain. Mais Vive, comme on l'a- vive. Vive la philo! Mais la question du juridique, par exemple, pose différentes questions parce que pour quelqu'un reconnu comme individu, il peut être considéré comme comportant plusieurs personas, plusieurs Mm. masques, dont chaque masque est un agent distinct et unifié. Du coup, l'individu, dans cette idée de confluence, c'est un peu le lieu où toutes les responsabilités sont déterminées par une gamme de choix et d'actions, et même si il se dit mu par différentes personas, à nouveau, différentes personnes, il en reste le centre et donc celui qui est responsable. Ce qui est intéressant, c'est que tu as John Locke qui, en fait, lui définit l'individu comme une personne au sens juridique à proprement parler. Donc, pour John Locke, l'individu, il est responsable de ses actes devant la loi, mais également devant la morale, même devant le divin. Et donc là, on en revient à la notion de théologique dont on parlait précédemment. Totalement. En fait, John Locke s'inscrit complètement dans la logique de philosophie moderne en mettant en scène ce triptyque, mais ça met en lumière ce qu'on va appeler un agent responsable. Et ce terme, on le retrouve dans la critique de la raison pure de Kant, où je vous renvoie à nouveau à l'épisode précédent, où celui-ci disait qu'il y avait à la fois un être qui se sent, notamment les enfants, les animaux, Ouais. et les êtres qui se pensent, c'est-à-dire ceux qui ont une identité, les adultes, les personnes qui ont conscience de soi. Tout à fait. Or, cette identité elle-même, quand on se pense, il y a à la fois la notion de se penser et de s'intuitionner. C'est-à-dire que je suis à la fois responsable a posteriori de mes actes, et en même temps, je ne sais pas
quelles conséquences vont avoir mes actes. C'est-à-dire que je peux anticiper mes actions, je m'intuitionne, je fais place à mon intuition pour Mhm. essayer de prévoir qu'est-ce qui va se passer, mais pour autant, T'as aucune bien, garantie que ça va se passer comme ça. exactement. Et là, on revient à la notion de se penser. Ok. Et du coup, pour répondre à ce paradoxe, c'est-à-dire, je peux anticiper mais jamais prévoir à 100%, en fait, Kant, il croit en la capacité des individus à se diriger eux-mêmes, c'est-à-dire à avoir une autonomie essentielle. Pour ainsi dire, la responsabilité, elle serait causale, naturelle, D'accord. et non une conséquence a posteriori. C'est-à-dire, Ok. de la nature, chacune de mes actions Ouais. répond de base à une prise en compte des conséquences que ces actions vont avoir. D'accord, ok. Alors, à titre perso, je trouve ça très limitant, dans le sens où il y a quand même des actions dont tu peux anticiper les conséquences. Hmm. Tu vois, genre des actions pénalement condamnables. Mm. Pour moi, c'est assez utopiste, quoi. C'est marrant. Ça me rappelle notre épisode sur la naïveté, ça. Hé hé, quelle excellente transition! Pour revenir au sujet de base sur la responsabilité, on l'a vu, donc il y a un triptyque, responsable devant la loi, devant la société, à travers la morale, et Ouais. même devant le divin. Mais aussi, ça nous renvoie à la notion de base, je suis responsable, Mm. la nature fait que je suis responsable. Et bien, ça nous amène à un manga qui n'est pas forcément celui auquel on pense directement, mais qui, selon moi, a fait un certain écho. Ce manga, c'est Jujutsu Kaisen, publié chez Kiyun, actuellement en 23 tomes en France et 26 au Japon, et écrit par Gege Akutami. Alors, de quoi ça parle, Jujutsu Kaisen? On suit Yuji, un jeune lycéen qui, par la force des choses, va être confronté à... Partager son âme. Exactement, c'est ça, partager Partager son son âme âme. ou son corps? Son corps. Les deux, ah oui, c'est vrai, non, son Non, corps, non, son effectivement. corps. Parce que, oui, pourquoi il doit partager son corps? Eh bien, Yuji évolue dans une société en proie à des malédictions. Ces malédictions, personne ne peut réellement les voir, sauf certains élus. Ces élus vont combattre donc ces esprits qui, en fait, sont des manifestations de tous les sentiments négatifs. Mm. Il va y avoir de la souffrance, du regret, des humiliations. De la haine, tout ce que... Et pour sauver une camarade de classe, Yuji va être forcé à avaler le doigt du plus puissant de ses esprits, Ryomen Sukuna, le célèbre démon à 2 visages. Et à 20 doigts. Et à 20 doigts, so good. Sauf que dans l'histoire, très rapidement, on nous met en confrontation avec la responsabilité de cet acte. Ouais, Parce que, c'est effectivement, vrai. avaler le doigt de Sukuna, ça veut dire partager la puissance de ce démon et Mm. donc être à l'origine peut-être du retour de ce fléau, qui est littéralement le nom qu'on Ah oui, donne oui, à ce complètement, ouais. personnage. Et donc, ce que je trouvais intéressant avec Jujutsu Kaisen, c'est que Yuji, malgré le fait que Sukuna soit le réel responsable de tous les crimes qu'il commet, eh bien, justement, Yuji, il assume le fait qu'il en est l'hôte, et donc, face à son jugement pénal, mais Mm. aussi sociétal, par Mm. rapport à toute la société de Jujutsu Kaisen, avec un ordre établi d'une ancienne génération très traditionnelle, etc. Très Ben justement, conservatrice. exactement. Justement, il ne va pas aller à contre-courant en étant rebelle par rapport à Non, l'institution, il mais au assume contraire. jusqu'au bout, hein. Et c'est ça. Et du coup, en réalisant la tragédie qu'il va causer en réalité, Ou qu'il peut causer. Parce ou qu'on qu'il peut n'en sait causer, rien pour l'instant. eh bien, il va assumer la responsabilité de laisser tout le temps qu'il a encore à vivre pour garantir le bonheur de ses pairs. Ouais, bien sûr. Mais en fait, Yuji, il a simplement pris un risque. Et maintenant qu'il en a conscience, en fait, Yuji a jamais été un personnage présenté comme étant immature, fuyard, etc. C'est même plutôt l'archétype du mec, ok, je l'ai fait, j'assume, en fait, je vais jusqu'au bout, et puis tant pis. Au contraire, ouais, comme tu dis, c'est une bonne crotte de nez, je trouve, à une partie des héros du Shonen Jump, Ouais, où complètement. justement on avait des personnages qui n'avaient que peu conscience de ce qui se passait face à eux. Ouais, Et c'est vrai. là, au contraire, dès le départ, on a quelqu'un qui, au départ, semble
assez désinvolte, etc. Et en fait, pas du tout. Du moment où il avale ce doigt, Ouais. il Dès est qu'il a conscience du truc, il a dit, il tape du poing sur la table, il dit ok, je l'ai fait, j'assume, mais ça exact. veut pas dire que ce que vous prédisez va se produire en fait. Totalement. Et plus le manga passe, plus certains événements arrivent, notamment dans la saison 2, Laisse-moi qui vient pleurer s'il te plaît. Laisse-moi pleurer des larmes de sang. 1 minute de silence va être réalisée. Mais effectivement, Yuji va être à nouveau jugé pour des actions Ouais, qu'il n'a pas commises, ouais, mais bien Sukuna. Et à nouveau, la question de la responsabilité va être abordée, puisque, oui, comme on l'a vu tout à l'heure, bien que quelqu'un peut être jugé pour différentes personnes qui logent dans son corps, eh bien, Yuji continue de dire, même si c'est quelqu'un d'autre qui a causé ça, j'en assume la responsabilité. Et bien donc, sûr, bien sûr. Et je dois rendre compte de tout ça. voilà, exactement. Par quelque part, il est en mode ok, je sais que c'est lui. D'ailleurs, dans ce dont tu parles, il y a une approche très pénale. Alors, on parle de la pénalité japonaise, bien évidemment, mais il y a cette notion de responsabilité pénale vis-à-vis de la société. Hmm. Et donc, il n'y a pas que cette responsabilité vis-à-vis de ses pairs, et par pair, j'entends les autres exorcistes, Mhm. mais il y a cette responsabilité, ce poids sur les épaules vis-à-vis du reste du monde, vis-à-vis du reste de la société. Mhm. Alors, non sans une transition travaillée, Ouais, elle est un très autre... belle, ma transition. Effectivement. Non, mais je... Oh là, attention, je ne critique pas. Oh là, malheureux. Mais toujours sur la notion entre responsabilité individuelle et en responsabilité envers la société, il y a un autre auteur, Mm, tout aussi intéressant, qui a écrit au Xe siècle, tout à et fait. qui est Avicenne. Ouais. Et lui, en fait, ce qui est intéressant, alors déjà, ce n'est pas un philosophe grec, Ni un philosophe européen, ni ni un un philosophe philosophe américain. européen, et c'est là où ça devient intéressant, parce que pour le coup, c'est un philosophe perse, en fait. Donc déjà, ça remonte. Et lui, il approche la responsabilité avec 4 points essentiels. Et donc, il y a la responsabilité individuelle, qu'on a très bien énoncé avec Jujutsu Kaisen et le personnage de Yuji et de Sukuna. Il y a la responsabilité envers la société, que j'ai rapidement évoqué. Et là, en gros, Avicenne reconnaît également la responsabilité d'un individu envers la société. Et donc, il va même jusqu'à affirmer que les individus doivent contribuer au bien-être de la communauté dans laquelle ils vivent, en partageant leurs connaissances et leurs compétences, en aidant les autres dans le besoin et en participant activement à l'amélioration de cette dite société. Il y a également la conscience des conséquences qu'Avicenne va aborder. Et donc là, en gros, pour résumer, c'est l'importance en fait d'avoir conscience que nos actions peuvent avoir des conséquences et éventuellement lesquelles. Et enfin, il y a également l'équilibre entre les droits et les devoirs. Là, pour le coup, Avicenne, il insiste sur l'équilibre, puisqu'en fait, il soutient que les individus ont des droits naturels, bien évidemment, mais qu'ils ont également des devoirs envers les autres membres de la société. En gros, pour Avicenne, à partir du moment où on accepte de vivre en société, on accepte de se détacher un petit peu d'une partie de notre liberté au profit d'une société pour laquelle on va devoir travailler, pour laquelle on va devoir partager ce qu'on a chez nous pour améliorer cette dite société. Et en fait, en mettant en avant autant l'importance de la responsabilité individuelle et sociale dans une quête d'une perfection tout à fait supposée de la morale et dans la promotion du bien-être commun, en fait, il y a un manga qui, moi, m'a particulièrement parlé, qui vient de sortir chez Panini et dont la saison 1 de l'animé est disponible sur Netflix. Alors, préparez vos mouchoirs, il s'agit de Kotaro en solo de Tsumura Mami. Alors, le manga en France, on a le premier tome qui vient de sortir. Il est terminé au Japon en 10 tomes. Et s'il y a une recommandation que je peux faire concernant ce manga, alors lisez-le, mais prenez votre temps et surtout soyez bien préparés, car c'est un manga qui va pointer du doigt beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de défaillances de notre propre société. En gros, Kotaro en solo, c'est l'histoire d'un petit garçon de 4 ans qui s'appelle Kotaro, qui se met soudainement à vivre seul en ville et qui doit assumer toutes les responsabilités en fait d'un adulte. Et plus on avance dans l'histoire,
et plus en fait on aborde la responsabilité et les conséquences en fait d'actes condamnables, mais également en fait on se rend compte que certains enfants sont obligés de porter sur leurs épaules des responsabilités pour lesquelles ils sont trop jeunes, et donc la société va les forcer à grandir beaucoup trop vite. Et Kotaro, en fait, quand tu regardes l'animé ou quand tu lis le manga, t'as une espèce de mix doux amer qui se fait, parce qu'en fait, il y a des moments où Kotaro agit vraiment comme un enfant de son âge. Et oui, parce qu'il n'a que 4 ans au final. Il n'a que 4 ans. Et donc, t'as des morceaux, t'as des passages où il agit vraiment comme un enfant de 4 ans, et d'autres où t'as ce paradoxe où il agit comme un adulte, où il essaye d'être adulte, machin, etc. Et il a des idées reçues sur ce que ça veut dire être fort, sur ce que ça veut dire être un adulte, sur les responsabilités qu'un adulte est censé avoir, etc. Et en fait, ce manga, personnellement, alors l'animé, je l'ai re-regardé il y a pas très longtemps. À chaque fois, je finis en larmes parce que ça pointe du doigt beaucoup de choses. Mais derrière cette situation qui est complètement atypique, le manga pointe quand même de gros dysfonctionnements liés justement à la responsabilité des uns et des autres. Parce que du coup, on a un peu l'impression que certains personnages peuvent se renvoyer la balle. Typiquement, il y a alors sans spoiler, mais à un moment donné de l'histoire, il y a un personnage qui arrive et qui se décharge absolument de toute responsabilité, de toute conséquence que son arrivée peut avoir sur la vie de Kotaro. Jusqu'à ce que Kotaro le fasse changer d'avis, par exemple. Si on doit retenir un point important par rapport à la vision de Avicenne, c'est vraiment, selon moi, l'idée de l'équilibre entre le droit et le devoir. Et pour un enfant de 4 ans, tu vois, tu le disais en introduction, jusqu'à un certain âge, tu n'es pas considéré comme responsable. C'est ça. Parce que tu n'as pas l'âge d'assumer certaines de tes actions. Ouais, c'est ça. Parce que t'as pas l'âge, parce que t'as pas la psyché, en fait. C'est ça. Et là, ce qui est intéressant, malheureusement, avec ce manga qui est très dur au final, c'est que Avicenne donc met en avant l'idée de coopération entre les individus, et avoir, tu vois, dans ce manga, un mangaka un peu marginal, tu vois, en même temps une femme qui travaille dans un club et un yakuza. Tu vois, toutes ces personnes-là qui, justement, on pourrait les illustrer comme des personnes qui ne sont pas tant responsables. Et je le mets bien évidemment entre de gros guillemets. En fait, aux yeux de la société, ces personnes-là sont des marginales. Voilà, c'est ça, c'est des marginaux. Et pourtant, c'est un très bon manga pour montrer que, déjà, il faut ne pas juger les personnes à leur simple condition sociale. Bien sûr. Et aussi, cet enfant n'est pas censé avoir des devoirs. Et quand on voit la manière dont il s'exprime, moi j'ai bouquiné le bouquin en librairie avant de préparer cet épisode, et effectivement ce qui est très dur, c'est, malgré un côté comique bien évidemment, la manière dont parle cet enfant montre tout le chemin par lequel il est passé pour avoir un comportement qui est celui d'un adulte. Et c'est malheureusement très dur, en fait. Ouais, mais c'est pareil. Dans le même genre, t'as Belle de Mamoru Hosoda qui aborde un peu la thématique. Parce que, alors, on a beaucoup parlé, lorsque Belle est sortie, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup fait le parallèle avec La Belle et la Bête, qui était totalement assumé par Mamoru Hosoda. Bien sûr. Mais à titre personnel, quand j'ai vu le film, j'ai surtout vu autre chose que le parallèle avec La Belle et la Bête. J'ai surtout vu, en fait, la responsabilité, parce que de mémoire, le personnage principal féminin s'appelle Suzu. Oui, il me semble. Et elle va réussir à établir un lien avec un enfant victime de maltraitance sociale, enfin de maltraitance infantile. Et en fait, elle va se sentir incombée d'une responsabilité d'aider cet enfant, d'aider son prochain. Et c'est là où, en fait, Belle prend une dimension différente. Parce que durant tout le long, alors c'est certes inspiré de La Belle et la Bête, mais c'est aussi une critique vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis de tout ça, mais de la responsabilité individuelle de fermer les yeux sur certaines situations qui sont évitables et qui sont sauvables, en fait. Du coup, tu peux avoir cette approche en dehors du manga, dans certains films, là où on les attend pas, en fait. Bah oui. C'est ça qui devient intéressant. Et en plus, au-delà d'Avicenne, t'as d'autres philosophes qui vont aborder la thématique de la responsabilité individuelle. On a par exemple Al-Ghazali,
qui reprend exactement en fait les mêmes principes que Avicenne, sauf que lui, il va également rajouter la responsabilité envers Dieu. Mais il y a toujours cette notion de la responsabilité sociétale qu'on peut voir par exemple avec le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Alors justement, on allait y venir. Là, jusqu'à maintenant, on s'est concentré majoritairement sur une responsabilité individuelle, Ouais. mais bien évidemment que les actions ont toujours pour objet l'autre, ou en tout cas, il y a Bien toujours sûr. un rapport à l'autre. Et donc, ça nous renvoie à la responsabilité de nos actions par rapport à la société. Tout à fait. Alors, par manque de temps et sachant que c'est la première fois qu'on le dit, mais la saison prochaine sera portée justement sur la société. On va aller très rapidement sur cette responsabilité sociétale. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir très rapidement, c'est que 3 auteurs vont étudier le contrat social de 3 différents points de vue, mais tous mettent en avant la question de la responsabilité. Et ces 3 auteurs, c'est Thomas Hobbes en premier, qui publie Léviathan en 1651. Ouais, qui a une version plutôt pessimiste du truc d'ailleurs. Hein. Ouais, très pessimiste. Ensuite, il y a Traité du gouvernement civil de John Locke en 1689. Et enfin, bien évidemment, il y a Jean-Jacques Rousseau et son contrat social de 1762. Et pour aller très rapidement, Thomas Hobbes, chronologiquement, est le premier des 3 à aborder cette notion de contrat social, puisque selon lui, en fait, les hommes, de base, évoluaient dans un état de nature qui était un état de guerre de tous contre tous, où il y a la compétition. Chacun pour soi, quoi. Exactement. D'où la fameuse expression qui vient de Léviathan, l'homme est un loup. Pour l'homme. Exactement. Et du coup, vu que J'ai dit ça un peu trop de manière enjouée, je trouve. Pour l'homme, ils se tuent tous. Mais vu que il y avait cet état constant de violence, les individus ont décidé de confier une partie de leurs droits naturels et de leur liberté à un souverain en échange de la sécurité et de la protection offerte. On voit ce que ça a donné. Pardon. Voilà. Oui, et ça dénonce ça. Mais du coup, la responsabilité vient du fait que ces derniers doivent respecter les lois et les règles établies par le souverain, parce que c'est bien à travers cet engagement qu'ils ont consenti à vivre en société. En gros, j'ai une confiance absolue envers le souverain, car c'est lui qui dicte les règles. C'est lui qui dicte les règles, c'est celui qui sait, et donc il détermine les droits et les devoirs qui m'incombent actuellement. Et donc, in extenso, les individus aussi doivent participer au maintien de l'ordre social et donc au respect des règles établies. Donc ça, c'est un point de vue très, très pessimiste. C'est quelque chose que justement John Locke va nuancer, puisque selon lui, l'état de nature fait que les individus étaient libres et égaux. Chacun disposait de différents droits, notamment les 3 principaux, droit à la vie, à la liberté et à la propriété. Mais ces droits mènent également à des problèmes, puisque ça peut engendrer des conflits et à un sentiment d'insécurité, puisque notamment pour le droit de propriété, je peux empiéter sur le droit de mon voisin, ce qui fait qu'il y a un climat d'insécurité qui va s'installer. Oui, bien sûr. De là, un contrat social va être déterminé à nouveau. Et là où avant, il y avait un roi qui se mettait en place et il était le seul à avoir le pouvoir, là, John Locke parle plutôt d'un gouvernement civil avec des pouvoirs limités. Et c'est surtout là où c'est intéressant, c'est que contrairement avec Hobbes, on doit écouter le roi parce que lui sait et moi non, John Locke, lui, défend vraiment la notion de droit de résistance. Ouais, bagarre. C'est l'heure de la bagarre. C'est-à-dire que si le régime devient tyrannique, les citoyens ont pour responsabilité de s'opposer au gouvernement et donc peuvent le renverser au besoin. Bah alors les Français, vous êtes où Et là alors, Et enfin, pour Jean-Jacques Rousseau, sûrement le plus connu des 3 pour son contrat social, lui défend le fait qu'il y avait un état de nature à nouveau de liberté et d'égalité, mais à nouveau aussi de vulnérabilité et d'insécurité. Et ce gouvernement démocratique à nouveau qui émerge, lui, est un gouvernement où chacun
peut participer. C'est un gouvernement citoyen, dirigé par la volonté générale. Autrement dit, c'est un gouvernement civil où tout le monde peut s'exprimer et où on défend l'intérêt commun de la société dans son ensemble. Alors, très rapidement, on ne va pas aller plus loin parce qu'on aura bien le temps de développer tout ça dans un épisode numéro 2 sur la responsabilité. Sauf que, notamment pour l'idée du contrat social, le fait d'agir pour la volonté générale, pour l'intérêt commun, avec des gouvernements institués de manière horizontale, ça te faisait penser aux jeux vidéo, tu me disais. Ouais, en fait, surtout dans les MMORPG. Mmh. Alors, je sais pas si toi, t'y as joué. Oh, malheureusement, oui. FF14 me tue à petit feu. T'as mis le doigt dans la prise et t'en es plus jamais sorti. Ah putain, j'ai fait une clause François. Tu vois, toi c'est FF14, moi c'est WoW, c'est World of Warcraft. Et en fait, dans ces jeux-là, il y a un fonctionnement qui permet en fait de nourrir en fait la communauté, qui est le système des guildes. Et oui. Et donc en gros, t'as un maître de guilde qui est l'équivalent du président, grosso merdo. En dessous, t'as ses adjoints, enfin ses officiers. Mmh. Et après, t'as les membres, et tu peux avoir différents statuts au sein de la guilde, etc. Et en fait, c'est un fonctionnement qu'on retrouve énormément dans tous les mangas qui se déroulent dans une ambiance un peu moyenâgeuse. Mmh. Et donc, pour coller à l'actualité, mais parce que si nous aimons beaucoup ce manga et cet animé qui est magnifique, Glouton et Dragon, qui est actuellement en cours de diffusion sur Netflix, et dont le manga est terminé au Japon en 14 tomes. Exactement. En France, nous en sommes à 12. C'est ça. Alors, chez Casterman. Chez Casterman, Alors, de leur collection Saka. Exactement. Et sans rentrer dans le vif sans rentrer dans la profondeur de l'histoire, en gros, dans Glouton et Dragon, t'es sur une île, il y a un donjon et des aventuriers qui doivent se déclarer à la guilde des aventuriers vont explorer le donjon dans le but d'élucider en fait la magie qui l'alimente. Grosso merdo, c'est ça. Et là, en fait, dans le dernier épisode, on a une notion très politique qui vient se mêler à l'équation, puisque en fait, on apprend que en gros merde, comment il s'appelle pas le propriétaire de l'île, mais non, pas l'Aios. Non, pas l'Aios, mais t'as le gérant, enfin j'ai plus le terme exact, mais genre le maître de l'île. Ah oui. Okay. En gros, il sert de bouclier entre les aventuriers et les elfes, puisque pour le coup, c'est lui qui prend les coups de la part des elfes, parce que faut quand même savoir que les elfes lui ont confié cette île, que lui c'est un humain, machin, que lui, il finance les expéditions. Il finance les expéditions. Et en gros, t'as un personnage qui dit, si lui disparaît, les elfes vont arriver, ça va tout casser, machin, etc. Il évoque à un moment donné la notion de, faut également penser aux futurs aventuriers qui vont peut-être partir à la recherche du trésor pour essayer de se remplir les poches, etc. Et donc, il y a vraiment cette notion-là de, penser aux conséquences que telle action peut avoir sur l'ensemble de la communauté, et surtout penser aux conséquences que ça peut avoir sur les futures générations. Et à nouveau, c'est dans l'intérêt commun, en fait. Ouais, c'est dans l'intérêt commun de la volonté générale. C'est ça, c'est totalement dans l'intérêt général, c'est totalement dans l'intérêt de la communauté justement de bien réfléchir aux conséquences de ces actes, de comment faire quoi pour éviter justement de briser le système et de tomber en fait dans le chaos. Grosso modo, c'est un peu l'idée. Et surtout, également, ce qui est intéressant avec la théorie de Rousseau, mais avec le fonctionnement des guildes, c'est que le but de la participation citoyenne, où tout le monde est égal, égaux les uns envers les autres, c'est aussi que le but est toujours de chercher à améliorer le statu quo. Ouais, totalement. On ne tombe pas dans une logique de parce que ça va bien, je ne fais rien. Au contraire, on essaye constamment d'améliorer la communauté, d'aller plus loin, d'améliorer l'expérience de jeu, l'expérience des aventuriers, etc. Je te rejoins à 100%. Et donc, on va terminer sur ça, mais point qui, selon nous, était essentiel en parlant des générations futures,
c'est également la responsabilité sociale qu'ont les individus selon Hans Jonas. Ouais, alors Hans Jonas, lui, pour le coup, c'est un philosophe plutôt moderne en soi. Ah oui, totalement. Oui, complètement d'ailleurs. Hein. Et en fait, dans sa responsabilité sociale, lui, il a une approche éthique. Alors, le titre du livre est assez parlant de lui-même. Hein, c'est Le principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique. Et en gros, lui, il considère que les ingénieurs qui mettent au point des technologies ont une responsabilité vis-à-vis des générations futures et de l'environnement. En gros, selon lui, l'humanité se retrouve confrontée en fait à des choix éthiques qui vont être, et qu'ils sont déjà en fait, d'une ampleur sans précédent, notamment à cause du pouvoir de plus en plus puissant que nous voulons et que nous avons sur l'environnement qui nous entoure. Et donc pour lui, malgré tous les avantages que les nouvelles technos nous apportent, elles ont aussi, et ça on le voit très bien aujourd'hui, le potentiel de causer des dommages qui sont irréparables sur notre écosystème. Et donc, tout au long de son traité, il propose en fait que nous adoptions une éthique et une responsabilité qui consiste en fait à prendre conscience des conséquences que nos choix technologiques peuvent avoir. Et en fait, dans cette même logique, déjà, il y a toute la filmographie, et plus précisément Nausicaa de Miyazaki, qui aborde très bien le sujet. Et dans le monde du manga, alors oui, Nausicaa est adapté en manga aussi, j'en ai bien conscience, mais dans les mangas récents, j'entends, il y a L'Éden des sorcières de chez Kiyun, qui est une pure pépite. Alors, de mémoire, en plus de ça, je crois que c'est un projet full Kiyun, donc c'est une création originale, et en fait, on est plongé dans un futur, je dirais, dystopique moyenâgeux, où les plantes, en fait, ont décidé de se retirer de la vie, à proprement parler, et de se réfugier dans des espèces de serres, en fait, comme des grottes. Et elles vont se réfugier là-dedans, et seules des femmes, et c'est spécifiquement des femmes, peuvent s'en occuper. Et on les appelle des sorcières. Et en fait, tout au long du manga, on suit Philly qui a grandi auprès d'une sorcière et elle est persuadée de pas avoir trop de pouvoir, machin, enfin bref. Et donc, du jour au lendemain, elle va se révéler avec des pouvoirs. Et en fait, plus on avance dans l'histoire et plus il y a la responsabilité des hommes sur, ok, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cet état de fait? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à avoir un environnement complètement détruit aujourd'hui? Et surtout, comment est-ce que tu as aussi la responsabilité politique? Parce que tu as tout un message autour de la manipulation politique, du lavage de cerveau, etc. Tout ça. Et la responsabilité de Pili, pardon. J'ai dit Philly, mais c'est Pili. Pili, ramène-toi que je te bute. Pardon, désolé. Ceux qui auront la ref, je suis désolé, mais pardon, il fallait que je la fasse. T'as toute la responsabilité de Pili vis-à-vis en fait de la mission qui lui a été confiée de trouver l'Éden des sorcières. Et donc il y a tout ça. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Hans Jonas, c'est que en fait, c'est un élève donc de Heidegger. Et je trouve que la question de la responsabilité qu'il met en place, premièrement, aborde l'éthique, donc ramène, malgré toute la dimension sociale, la responsabilité à un point de vue personnel, puisque l'éthique, c'est la capacité de faire des choix conscients d'un point de vue individuel, et surtout lie la responsabilité à la question de la mort. Parce que toute cette dimension écologique, technologique, environnementale ramène à la fin à la question de si nous n'avons pas conscience de nos actes, nous allons vers une mort certaine. Ouais, et c'est vrai. L'Éden des sorciers, on est des sorcières. Pardon. Autre manga. L'Éden des sorcières, décidément, ramène. En fait, c'est cet état de, quand on ne prend pas conscience de nos actions, voilà le monde dans lequel on peut évoluer, et ce qui est dramatique au final. Ce qui est dramatique, surtout qu'en plus aujourd'hui, on le sait, il faut qu'on prenne des décisions. Il faut qu'on prenne des décisions, mais on les prend pas. On les prend pas parce que j'étais tombée sur une étude qui expliquait que comme c'est pas du matériel, on n'arrive pas à se projeter. Et puis en plus de ça, il y a les anciennes générations parmi lesquelles certains sont en mode ah ouais mais attends, petit 20 degrés en février, c'est pas si mal en fait. Bah ouais mais frère, c'est pas la saison en fait. Et d'où tout le cœur de Jonas dans son livre,
c'est qu'il faut pas prendre l'homme comme point central, mais bien la nature. Bien C'est-à-dire sûr. partir d'un point de vue global. Biodiversité, ouais. Ouais, c'est ça, un point de vue lié à la nature, bref, à notre monde, plutôt Mm, qu'un point de vue individualiste, comme on peut l'avoir dans toutes les théories qu'on vous a montrées. clairement. Au final, l'homme a peut-être des conséquences sur la société, mais également sur le monde en Eh oui. général. Et Voilà. oui. Et oui, mon petit. Bon, eh ben, je crois que pour un épisode court, on aura bien parlé. Non. Je vois pas de quoi tu parles, moi. Non. Et ben du coup, cet épisode vous est proposé par le café Entre Pods. Ah bah oui, parce que tu te rends compte, les prix, ils ont explosé, c'est n'importe quoi. Hein. Non, plus sérieusement. On espère que cet épisode vous a plu, autant que nous, il nous a plu de le préparer. Et surtout, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, pour lequel on devrait parler du libre arbitre. Et donc, encore une fois, tout est lié, hein, on va pas se mentir. Oh mon Dieu, t'es en train de dire que ces émissions sont préparées à l'avance? Bah oui. Oh mon Je suis Dieu. désolée, moi j'ai pas la science infuse, mon pote. Hein. Moi, Oh je suis là pas, là. moi, je suis pas connecté à Internet. Hein. Oh mon Bah, Dieu. ou alors la connexion elle a sauté. Ouais, je crois bien. Bah, On n'est merci, pas ça encore fait- dans le monde technologique de Jonas. Non, pas du tout. Mais j'espère ne jamais y être. Ouais, non. Et sur ces bonnes paroles, et sur ces bonnes paroles, on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que le manga Ene-Livre est partout. Il est dans les cases. C'était Entre Pods. Allez, à bientôt. Salut, ciao. L'épisode vous a plu? Vous souhaiteriez en apprendre plus? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire et à très vite pour discuter entre pods.